Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Qu'est-ce que l'infiltration mafieuse dans l'économie légale ? La gravité du phénomène mafioso contemporain consiste justement dans le fait qu'il n'est plus une composante improductive et subalterne de l'économie, mais une force de la production enracinée dans les structures essentielles de l'univers socio-économique de zones toujours plus larges du Mezzogiorno. Pino Arlacchi, Mafia et compagnie. L'éthique mafieuse et l'esprit du capitalisme, 1986, page 134. La mafia, une forme PARTICULIERE de CRIMINALITEORGNISEE. Le terme mafia est galvaudé, tant par l'usage qu'en font les hommes politiques que par les représentations qu'en donne le cinéma, notamment hollywoodien. Pourtant, c'est dans une définition précise de ce terme que résident les clés de compréhension et de lutte contre le phénomène mafieux. Un des problèmes que rencontre un pays comme la Russie dans sa lutte contre la mafia réside en effet dans le flou qui règne autour de l'usage même du terme. À dimension variable, la mafia englobe tout autant des criminels que des hommes politiques, éventuellement en rapport avec la mafia sans pour autant en faire partie, et des hommes d'affaires ayant fait fortune. Cette confusion est caractéristique d'un pays où la perception du problème mafieux est relativement récente, même si la réalité du phénomène ne l'est pas. C'est pour cela qu'il est intéressant de se tourner vers un pays à l'expérience historique mafieuse plus avérée, l'Italie. Ce d'autant plus que la définition juridique italienne de la mafia a largement inspiré les travaux de la Conférence sur le crime organisé des Nations Unies en 2000. En 1972, la commission parlementaire italienne d'enquête sur la mafia rend le résultat de son travail public dans le rapport Cattaneo. Déjà, les traits saillants énoncés comme caractéristiques de la mafia montrent que cette association criminelle est une forme spécifique de criminalité organisée. Ces traits sont les suivants. La recherche de l'enrichissement poursuivi à travers des formes de médiation et d'insertion parasitaire, l'usage systématique de la violence. La liaison avec les pouvoirs publics. La capacité à dissimuler des activités illicites derrière des activités légales. Et l'existence d'une association criminelle qui se partage territoire et compétences. Depuis, les efforts de définition ont été approfondis et synthétisés. L'association est de type mafieux quand ceux qui en font partie se prévalent de la force d'intimidation du lien associatif, et de la condition d'assujettissement et d'omerta qui en dérive pour commettre des délits, pour acquérir de façon directe ou indirecte la gestion ou du moins le contrôle d'activités économiques, de concessions, d'autorisation, adjudication et services publics, ou pour réaliser des profits ou avantages injustes en soi ou pour d'autres, ou bien dans le but empêcher ou de faire obstacle au libre exercice du vote ou de procurer des votes à soi-même ou à d'autres lors des consultations électorales. Telle est la définition offerte par l'article 416 bis du Code pénal italien, depuis l'adoption, le 13 septembre 1982, de la loi n° 646 dite loi Rognoni-Latorre. Cette définition, tardive puisque les premières traces écrites du mot mafia remontent aux environs de 1860, établit enfin dans la législation italienne une différence entre la mafia et la simple association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, définie à l'article 416 du Code pénal, est proche de l'association mafieuse. Il y a lien associatif, structure organisationnelle et projet criminel. Cependant, la mafia va au-delà de ces trois éléments notamment sous deux aspects fortement imbriqués. Le positionnement à cheval sur la sphère légale et la sphère illégale. Le recours systématique à l'intimidation, afin d'exercer un véritable conditionnement des territoires d'implantation mafieuse. Le foyer géographique de définition du terme mafia correspond au berceau historique du phénomène, l'Italie méridionale. Pourtant, le phénomène mafieux et sa définition ne se limitent pas à un espace national circonscrit. On note effectivement la présence d'organisations criminelles de type mafieux dans nombre de pays. Triade chinoise, cartel colombien, Yakuza au Japon, Vori Vezakone en Russie, etc. À chaque fois, on retrouve comme point commun à ces organisations la force du lien associatif permettant la perpétuation dans le temps de l'association,
la volonté de participer à l'activité économique légale sans se limiter à la sphère illégale et le recours à la corruption pour réguler et tirer parti des relations avec les non-mafieux. L'observation de phénomènes mafieux dans des pays de continents divers et de niveaux économiques différents a ainsi amené la communauté internationale à définir également les termes. S'inspirant largement de l'exemple italien, les Nations Unies ont alors proposé en 2000 une convention signée par 124 pays, dont la France, sur la criminalité transnationale organisée, conférant cadré. Si le terme de mafia n'y apparaît pas, une distinction entre associations de malfaiteurs et groupes criminels organisés y est introduite, marquant là la spécificité de certains groupes criminels. Quelques DEFINITIONS nationales du crime organisent. États-Unis, Public Law 90 à 351, Omnibus Crime and Control and Safe Streets ACTS, 1968. Le crime organisé représente les activités hors la loi des membres d'une association hautement organisée et disciplinée participant à l'offre de biens et services illégaux, incluant mais ne se limitant pas au jeu d'argent, à la prostitution, à l'usure, au trafic de stupéfiants, aux rackets des travailleurs et autres activités hors la loi des membres de telles associations. Allemagne, définition du Bundeskriminalamt, BKA, Federal Bureau of Investigation. Le crime organisé correspond à l'exercice planifié de délits criminels, déterminés par la poursuite du profit et du pouvoir qui sont individuellement ou dans leur ensemble, d'une importance considérable à chaque fois que plus de 2 personnes impliquées collaborent pour une période de temps prolongée ou indéterminée, chacune avec ses propres tâches. En utilisant des structures commerciales ou de type industriel, en recourant à la violence ou à d'autres moyens propres à l'intimidation, ou en exerçant une influence sur la politique, les médias, l'administration publique, les autorités judiciaires ou l'économie. DEFINITIONSPROPOSEE au niveau international. Naples Political Declaration and Global Action Plan, 1996. Liste des 6 caractéristiques de la criminalité organisée. Organisation de groupe pour commettre un crime. Lien hiérarchique ou relation personnelle permettant au chef de contrôler le groupe. Usage de la violence, de l'intimidation et de la corruption pour gagner des profits ou contrôler des territoires ou marchés. Blanchiment de recettes illicites pour poursuivre l'activité criminelle et infiltrer l'économie légitime. Un potentiel pour l'expansion dans toute nouvelle activité au-delà des frontières nationales. Coopération avec d'autres groupes criminels organisés transnationaux. United Nations Draft Framework Convention, Again Organized Crime 1997. Crime organisé signifie activité de groupe de 3 personnes ou plus, avec des liens hiérarchiques ou des relations personnelles qui permettent à leur chef de faire des profits ou de contrôler des territoires ou des marchés, intérieurs ou étrangers, par le biais de la violence, de l'intimidation ou de la corruption, aussi bien pour poursuivre l'activité criminelle que pour infiltrer l'économie légitime, en particulier par le biais du trafic illicite de narcotiques ou de substances psychotropes, et blanchiment de capitaux, Convention des Nations Unies 1988. Trafic de personnes, Convention du 2 décembre 1949. Fabrication de fausses monnaies, Convention internationale du 20 avril 1929. Trafic illicite ou vol de biens culturels, Convention des Nations Unies du 14 novembre 1970. Vol de matériel nucléaire, usage détourné ou menace d'en faire usage pour blesser la population, Convention du 3 mars 1980. Actes terroristes. Trafic illicite ou vol d'armes et de matériaux et engins explosifs. Trafic illicite ou vol de véhicules motorisés. Corruption d'agents de l'État. Critères de la Commission européenne retravaillés par le Groupe d'experts sur le crime organisé du Conseil de l'Europe, 1997. Critères obligatoires. Collaboration de 3 personnes ou plus. Pour une période de temps prolongée ou indéterminée. Suspecté ou convaincu d'avoir commis des délits criminels graves. Dans le but de chercher le profit et ou le pouvoir. Critères optionnels. Avoir une tâche ou un rôle spécifique pour chaque participant. Usage d'une forme de discipline interne et de contrôle.
Usage de la violence ou d'autres moyens propres à l'intimidation. Exercice d'une influence sur la politique, les médias, l'administration publique, l'application de la loi, l'administration de la justice ou sur l'économie par la corruption ou tout autre moyen. Usage de structures commerciales ou industrielles. Implication dans le blanchiment de capitaux. Opération au niveau international. Définition de la Conférence des Nations Unies sur le crime transnational organisé Palerme 2000. Extrait de l'article 2. Terminologie. A. L'expression groupe criminel organisé désigne un groupe structuré de 3 personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention. Participation à un groupe criminel organisé, blanchiment du produit du crime, corruption active et passive des agents publics nationaux, entrave au bon fonctionnement de la justice, pour en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel. B. L'expression infraction grave désigne un acte constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas être inférieur à 4 ans ou d'une peine plus lourde. C'est l'expression groupe structuré RR désigne un groupe qui ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction, et qui n'a pas nécessairement de rôle formellement défini pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée. 2. Les ROLES de la mafia. La définition juridique de la mafia rappelée au chapitre précédent met l'accent sur le double positionnement, illégal et légal, des activités mafieuses. Les rôles joués par la mafia s'avèrent par conséquent multiples et révélateurs de l'imbrication du phénomène mafieux avec le fonctionnement de la société civile. Naturellement, ce sont les activités strictement illégales qui viennent prioritairement à l'esprit lorsque l'on parle de mafieux. Il serait cependant hasardeux de négliger d'autres activités, plus ambiguës dans leur statut légal ou illégal, telles que l'intermédiation et la protection. Ces 2 éléments sont en effet des facteurs non négligeables à la base d'une forme de légitimité sociale de la mafia. Par ailleurs, ils situent aussi la mafia à la frontière de l'activité productive légale. Les activités illégales de la mafia. Il existe 2 façons non exclusives d'établir la frontière entre légalité et illégalité en matière d'activité économique. L'une repose sur le critère de l'enregistrement par la comptabilité nationale, l'autre fait référence à l'existence d'un interdit législatif explicite. À première vue redondant, les 2 critères ne sont pas complètement assimilables. Ainsi, un producteur de biens légaux peut choisir de ne pas déclarer son activité. On entre alors dans la zone grise qu'est l'économie souterraine, zone d'illégalité qui n'est pas pour autant forcément criminelle. Il est dans ce cas parfois difficile d'établir clairement la frontière entre illégalité et criminalité. Un effort de définition s'impose donc. L'économie illégale désigne l'ensemble des activités prohibées par la loi, comme le trafic de drogue, les jeux de hasard illégaux, la prostitution, etc. L'économie souterraine, ou informelle, correspond aux pratiques de travail au noir, d'évasion fiscale, de non ou sous-déclaration de l'activité. L'activité productive est légale mais les dispositions juridiques encadrant cette activité ne sont pas respectées. Enfin, l'économie criminelle est constituée par l'économie illégale dans son ensemble, par une fraction de l'économie souterraine et par la part de l'économie légale infiltrée par des agents mafieux. Les activités illégales mafieuses sont aussi bien redistributives que productrices de revenus. En ce qui concerne la première catégorie, il peut s'agir d'atteintes classiques à la propriété, de vols pouvant être pratiqués avec régularité comme c'est le cas avec le racket. Mais il peut également s'agir d'une redistribution de revenus, favorisée par l'exercice d'activités illégales ou légales. L'instrumentalisation des dépenses publiques s'inscrit dans cette optique. Bonne partie des fonds d'aide au sud de l'Italie a ainsi été détournée par les associations mafieuses. De façon plus générale, les associations secrètes organisent des systèmes redistributifs assurant leur pérennité. Marco Monnier, dès 1863, insiste sur l'existence d'une caisse commune pour la Camorra napolitaine, caisse destinée à l'aide aux détenus et à leurs familles. Un dispositif similaire existe apparemment aussi pour l'association criminelle russe dite des voleurs ayant une loi.
s'ajoutent à ces activités redistributives des activités productrices de revenus. L'encadré ci-après recense les domaines de présence traditionnels de la mafia dans l'économie illégale, ainsi que des estimations des gains obtenus dans ces domaines d'activité, estimations faites par la Confcommercio, Confédération des entreprises de commerce italienne. Les activités illégales de la mafia. Estimation de la Confcommercio, 2000. Trafic et revente de biens volés, des voitures aux œuvres d'art. Production et commercialisation de drogues et stupéfiants. Marché estimé à 25 000 milliards de lire, soit 12,91 milliards d'euros. Exercice sans licence d'activité juridiquement encadrée. Avortement clandestin, contrebande d'alcool et surtout de cigarettes. 20 000 milliards de lire, soit 10,33 milliards d'euros. Prostitution. Marché estimé à 35 000 milliards de lire, soit 18,08 milliards d'euros. Trafic d'armes et de matériel radioactif. 10 à 12 000 milliards de lire, soit de 5,16 à 6,2 milliards d'euros. Exploitation de réseaux d'émigration clandestine. Gestion du parc des machines à sous illégales. 10 000 milliards de lire, soit 5,16 milliards d'euros. Trafic alimentaire visant à contourner la législation en termes de normes sanitaires et de traçabilité. Traitement illégal des déchets, y compris toxiques. 5 000 milliards de lire, soit 2,58 milliards d'euros. Exploitation des failles de la nouvelle économie et cybercriminalité. Dans l'ensemble, activités légales comprises, le chiffre d'affaires des criminalités organisées en Italie était estimé, en 1999, à au moins 180 000 milliards de lire, soit 92,96 milliards d'euros, ce qui représentait une augmentation d'environ 25% par rapport au chiffre d'affaires estimé pour l'année 1999, Confcommercio 2000. Le RISP, centre de recherche italien, a proposé en août 2003 des estimations de chiffre d'affaires suivant une double décomposition par activité et par région, voir tableau ci-après. Il est également à noter que les activités illégales sont en constante évolution et que les marchés les plus dynamiques en termes de croissance et d'espérance de gains futurs ne sont pas les mêmes qu'il y a une quarantaine d'années. Ainsi, le marché de la drogue se fait de plus en plus âpre pour les associations mafieuses, notamment celles italiennes fréquemment débordées par des associations plus jeunes d'autres pays, tandis que le marché des migrations clandestines semble particulièrement prometteur à terme. Chiffre d'affaires des organisations criminelles italiennes en 2000 en millions d'euros. Source EURISP 2003. Les différentes composantes de ces estimations du chiffre d'affaires global des mafias italiennes recoupent le triptyque théorique établi par Guido Re, 1993, et qui distingue les trois éléments suivants. Les activités a priori légales mais exercées par des individus non autorisés par la loi, contrebande, usure, jeux clandestins, avortement clandestin, trafic d'armes, etc. Les activités de production, de vente, de distribution ou de simple détention de biens et services interdits par la loi, production et vente de stupéfiants, fraudes alimentaires, etc. Les activités de cession de biens et services ou les activités impliquant un transfert monétaire exercé par un agent utilisant la violence, la tromperie, l'abus de pouvoir à l'égard d'un autre agent, vol, rapine, extorsion, enlèvement, utilisation des pots de vin, enrichissement illicite, etc. La plupart de ces activités nécessitent une véritable organisation pour être mises en œuvre. Elles justifient donc bien l'existence d'une criminalité organisée, viable sur le long terme. Intermédiation et protection, facteurs de légitimité sociale. Réduire la mafia à ses activités purement économiques et illégales serait une grave erreur. Erreur qui ne permettrait pas de comprendre la proximité originelle de la mafia avec la sphère légale. Erreur qui passerait aussi sous silence la légitimité sociale, a priori paradoxale mais réelle et essentielle, dont peut se targuer la mafia. Avec l'intermédiation et la protection, c'est à des spécificités mafieuses que l'on s'intéresse. Ces activités placent la mafia à mi-chemin entre économie illégale et légale, contribuant ainsi à brouiller les frontières entre les deux mondes et à rendre certains individus non mafieux tributaires de mafieux. La mafia se rend effectivement utile en offrant de protéger les participants à une transaction. Elle se présente alors comme une tierce personne, prétendument neutre, garantissant au vendeur comme à l'acheteur le bien fondé de la transaction. En cas de différend,
La mafia se pose en justicier réglant les problèmes avec plus de rapidité et d'efficacité que les autorités. Diego Gambetta, 1992, fait ainsi le récit des échanges sur le marché des fruits et légumes palermitains. La mafia offre aussi ses services de protection aux entrepreneurs victimes de larcins ou de destruction de matériel, incidents dont on ne sait pas vraiment s'ils sont le fait de petits malfrats locaux ou de la mafia elle-même. Le facteur commun à ces rôles endossés par une association criminelle n'est autre que la violence et plus précisément la façon qu'a la mafia de gérer celle-ci afin d'apparaître rien moins qu'une autorité de tutelle. Toutes ces activités à la marge de l'économie légale, et censées en huiler les rouages, sont des activités parasitaires sans aucun caractère productif. Le service proposé est en fait largement imposé aux clients, individus opérant en territoire mafieux. En cela, la mafia est aidée par l'incapacité chronique de l'État à assurer sur ces territoires des fonctions pourtant basiques de police et de justice. Dans ce contexte de monopole inachevé de la violence, les groupes mafieux adoptent un comportement de police privée en échange du paiement du pizzo, non sicilien de l'argent du racket. Cette rétribution a parfois été qualifiée d'impôt mafieux dans un parallèle avec l'impôt prélevé par l'État, pour assurer entre autres les fonctions de police. Dans l'histoire sicilienne, il existe un lien fort entre le développement de ces activités d'intermédiation et de protection et le passage du féodalisme au capitalisme. Cela explique pourquoi les historiens ont été parmi les tout premiers à investir ce champ d'études, avec en tête les travaux de Salvatore Lupo, 1993, aux côtés de certains sociologues tels Diego Gambetta et Raimondo Catanzaro. De fait, on peut brièvement relier l'affirmation de la mafia, en tant que groupe vendant de la protection privée dans la Sicile rurale, à la transition vers le capitalisme au XIXe siècle. Oriana Bandiera, 1999, décrit la Sicile d'alors comme une île où la fragmentation brutale des terres a fait apparaître un plus grand nombre de propriétaires terriens en quête de protection. Dans le même temps, le jeune État italien n'est pas capable d'assurer effectivement cette protection des personnes et des biens. L'ouest de la Sicile se caractérise de surcroît par un fort absentéisme des propriétaires terriens lesquels préfèrent vivre en ville, par une absence de contrat clair quant à la disposition des terres. Enfin, la pauvreté pousse certains paysans vers le banditisme. En Sicile orientale, au contraire, la nouvelle classe de propriétaires terriens a immédiatement promu la transition vers une structure de production capitaliste. Du capital était investi dans la terre, les cultures étaient diversifiées et les locations de terrains plus longues. Les propriétaires terriens vivaient souvent sur leurs terres et la géraient directement. Les tensions sociales étaient presque sans importance et le banditisme était rare. En raison de la faible demande de protection, il n'y avait pas de marché pour les groupes mafieux. Bandiera, 1999, pages 8 à 9. À l'ouest de l'île, employés comme garde armée par les propriétaires terriens loin de leurs terres, les mafieux s'emparent de fait du rôle de gestionnaire des propriétés agricoles. Ce processus d'intermédiation mafieuse favorisé par un changement de régime économique est une caractéristique que l'on retrouve dans la littérature sur les anciens pays socialistes, et en particulier sur la Russie. Tout comme avec la fin du féodalisme, l'abandon du socialisme a entraîné une augmentation du nombre de propriétaires sans tutelle adéquate de ces derniers. Pour Volkov, 1999, la carence de tutelle institutionnelle lors des phases de transition et l'apparition de polices privées qui s'ensuit ne doivent cependant pas être dramatisées. Selon lui, la séquence est la suivante. L'État est démantelé et des services de protection alternatifs apparaissent, mais ensuite la reconstruction de l'État s'accompagne d'un retour des prérogatives de protection des droits du citoyen dans le giron de l'État. Lorsqu'apparaissent les services de protection privés, il est possible que des criminels soient ces prestataires de services. Cependant, affirme Volkov, toutes les sociétés de protection ne sont pas criminelles et de plus, cette privatisation de la protection n'est qu'un phénomène transitoire et nécessaire pendant la période de reconstruction de l'autorité étatique. L'expérience sicilienne laisse tout de même peu de place à l'optimisme en la matière. L'entrée de la mafia sur le marché de la protection s'affirme dans un contexte de destruction et de reconstruction des structures institutionnelles. Avec l'abolition du féodalisme en Sicile, par la Constitution de 1812, donc avant la naissance de l'État italien 1860,
l'aristocratie sicilienne perd ses pouvoirs de justice et d'administration, Matteo Bonucci, 1994. On assiste alors à ce qu'un contemporain du processus, Franchetti 1875, qualifie de démocratisation de la violence, en vertu duquel le droit de se servir de la force, d'abord entre les seules mains de l'aristocratie, passe légalement à l'État, mais reste matériellement entre les mains de personnes privées et touche de nouveaux groupes sociaux, au-delà de toute hiérarchie rigide d'ordre ou de classe. Lupo 1996 page 51. C'est cette démocratisation de la violence qui permet aux éléments les plus violents et les plus organisés de la société de s'affirmer comme détenteurs effectifs, bien que non légaux, du droit d'usage de la violence. Peut-on pour autant assimiler qualitativement monopole de la violence par la mafia et par l'État? En d'autres termes, la mafia est-elle une alternative palliant l'incapacité de l'État à assumer ses prérogatives? Faut-il parler d'extorsion ou de prestation d'un service de protection? La contribution de Fry et Zuravskaya, 2000, portant sur une analyse de terrain en Russie pose les termes du débat relatif aux fonctions réelles de la protection privée. L'une des positions exprimées est que, fondamentalement, les organisations de protection privée exploitent les commerçants payant leurs services. L'opinion contraire, soutenue par exemple, par Ray et Schleifer, 1998, est que ces offreurs de protection répondent à la demande de commerçants n'ayant que peu confiance dans la capacité du gouvernement à défendre leurs droits de propriété. Cette vision irénique, la mafia protège contre les petits criminels, rôle de police, et aide à la mise en œuvre des contrats, rôle de justice, a longtemps été la règle en Sicile. Elle est fortement relativisée depuis que s'est affirmé un mouvement citoyen de rejet du racket des commerçants et entrepreneurs. La nature particulière de la protection privée mafieuse rend son assimilation avec la protection publique impossible. Comme l'explique Diego Gambetta, 1992 page 273. Pour comprendre ce qui se passe en Sicile, il faut se représenter une société dans laquelle les droits de propriété ne sont pas définis et dans laquelle personne n'est automatiquement protégé. Ce qui, ailleurs, est considéré comme un délit, est ici considéré comme un cas particulier de litige entre deux parties. Ici, les droits de propriété sont subordonnés à un contrat préliminaire qui n'est pas donné mais qui est lui-même négociable. Ils sont acquis seulement à travers la souscription d'un contrat de protection. Alors que la convention légale distingue nettement les victimes des coupables, dans le monde mafieux le droit de ne pas être volé, ou enlevé ou trompé, prévaut sur le droit de voler si et seulement si pour le protecteur la valeur de la victime est plus grande que celle du délit. De fait, les droits en tant que tels sont inexistants. Si un voleur paie suffisamment, il peut obtenir protection autant que quiconque. La tutelle mafieuse est ainsi profondément discontinue, et répond à des calculs d'opportunité dans un contexte de rupture des mécanismes de la confiance généralisée. Dans les zones sous son contrôle, la mafia peut alors établir des règles comportementales, sorte de lois coutumières, ainsi qu'un système de valeurs particulier. L'organisation criminelle est par ailleurs en mesure de défendre le cadre semi-institutionnel ainsi créé par l'usage de la violence ou par la simple menace de son usage. Or, ce cadre ne peut qu'être empreint des particularités de ses concepteurs. Il n'est ainsi pas étonnant qu'il n'y ait pas discrimination systématique à l'encontre des voleurs. L'exercice de la protection privée rapproche la mafia des marchés de l'économie légale. Il lui offre un accès direct à des informations fondamentales tant sur la santé économique des entreprises sous protection, et sur l'état de leur dotation, que sur le fonctionnement des différentes branches d'activité. Comme, parallèlement, les droits de propriété dont dispose la mafia dans l'économie légale sont de nature aléatoire puisque non adossés à un système juridique, l'incitation pour la mafia à exercer directement des activités légales est forte. 3. La présence mafieuse dans l'ECONOMIE-LEGALE. Une des spécificités de la mafia réside dans le double positionnement de cette association criminelle dans la sphère à la fois illégale, ce qui est traditionnel, et légale de l'économie. Il est donc essentiel, en tout premier lieu, de comprendre les raisons de l'infiltration mafieuse dans l'économie légale alors que les criminels pourraient se contenter d'exploiter les activités illégales. Comprendre l'intérêt pour la mafia de ce choix d'investissement rend alors possible l'identification d'un phénomène longtemps passé inaperçu ou considéré comme un moindre mal.
Pourquoi la mafia infiltrerait-elle l'économie légale? Si l'on considère que la vocation première de toute organisation criminelle est d'opérer dans les secteurs d'activité illégaux, il n'est pas évident de comprendre pourquoi ces mêmes criminels auraient intérêt à investir également le champ des activités légales. Dans la littérature sur le sujet, on trouve deux explications principales à la stratégie d'infiltration mafieuse dans l'économie légale. Ces deux explications peuvent être considérées de façon autonome tout autant que cumulées. La première explication avancée fait référence à la notion de droit de propriété. La frontière entre activité légale et activité illégale peut en effet se définir en des termes tels qu'est déclarée illégale toute activité, au sens d'usage spécifique d'une ressource sur laquelle s'exerce la propriété, pour laquelle il n'existe pas de droit de propriété légalement défini et opposable. Ainsi Demsetz note que les usages potentiels d'une ressource rare peuvent être classés en fonction de leur légalité. Les usages illégaux d'une ressource peuvent être considérés comme n'étant pas validés par la société, et par conséquent comme non permis par les droits de propriété. 1998 page 145. En d'autres termes, certaines activités font l'objet d'une réprobation sociale, si bien que les institutions représentatives de la société ne valident pas les droits de propriété relatifs à cette activité et les privent donc de leur dimension sociale. Il s'agit là d'une définition par défaut des usages illégaux des ressources. Elle est cependant à la base du concept, développé par Peter Reuter, 1983, de droit de propriété aléatoire caractérisant le champ des activités illégales. Les droits de propriété n'étant pas légalement définis et garantis, d'où leur nature aléatoire, dans les activités illégales, la propriété des criminels est sujette à confiscation de la part de la police ou d'autres criminels, sans qu'aucun recours ne soit possible pour recouvrer les droits. La sphère illégale se caractérise ainsi par son instabilité, et ce serait alors pour échapper à la nature aléatoire des droits de propriété, et à l'impossibilité de se livrer à un véritable processus d'accumulation que les individus mafieux se tourneraient également vers des activités légales, sans pour autant renoncer à leurs activités criminelles. L'infiltration mafieuse dans l'économie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.